Vous pouvez aussi sélectionner votre langue. Pour choisir un canal linguistique, vous allez cliquer sur l'icône du globe en bas de votre écran et vous pouvez choisir le canal anglais ou français. Après, vous pouvez couper l'audio original. Il faut choisir une langue pour entendre tous nos intervenants. Vous pouvez aussi choisir si vous voulez lire. Vous allez les voir maintenant. Des sous-titres, vous allez les voir maintenant. Vous pouvez sélectionner en bas de votre écran les sous-titres. Si vous voulez cacher les sous-titres, vous allez sélectionner cacher les sous-titres. On produit ces sous-titres avec une fonction automatique sur Zoom. Donc, il peut y avoir des petites erreurs dans les sous-titres. Nous avons aussi partagé quelques questions de sondage. Nous vous encourageons à répondre à ces questions en attendant l'arrivée des autres. Si vous voulez lire ces questions en français, la traduction en français sera ajoutée à la boîte de chat. Vous allez voir aussi sur la diapositive, nous avons les questions en anglais et en français. Les choix des réponses sont en anglais et en français sur le sondage lui-même. Prenez un moment pour vous présenter dans la boîte chat. Vous pouvez choisir un canal anglais ou français. Vous pouvez choisir si vous préférez voir les sous-titres pendant cette session et vous pouvez aussi répondre aux questions de sondage. Voilà les questions. Existe-t-il des données disponibles dans votre pays concernant les jeunes ayant des handicaps et la santé sexuelle et reproductive? Deuxième question, votre pays a-t-il une politique nationale sur les jeunes ayant des handicaps et leur accès aux informations et services de SSR? Et dans votre pays, dans quelle mesure les droits des personnes handicapées et les communautés de SSR travaillent-ils ensemble pour plaidoyer? Encore une fois, si vous venez d'arriver, prenez un moment pour sélectionner votre canal linguistique, pour répondre aux questions de sondage, pour choisir si vous préférez voir les sous-titres. Merci à vous tous d'être ici avec nous aujourd'hui. Je vous souhaite la bienvenue à notre session d'aujourd'hui. Je m'appelle Brittany Ketch. Je suis responsable de programme pour le projet Knowledge Success au Centre de programme de communication de Johns Hopkins. Knowledge Success est partenaire avec FP 2020 pour cette série de webinaires. C'est notre 9e session pour la série Connecter des conversations. Si vous avez loupé quelques sessions des autres modules, vous pouvez regarder les enregistrements sur notre canal YouTube. Vous pouvez aussi trouver les enregistrements sur le blog.
Ce webinaire va durer environ 1 heure. Après, il y aura une séance questions-réponses avec nos 3 intervenants. Ce webinaire sera interprété en français et nous allons enregistrer la session en anglais et en français. L'enregistrement sera disponible dans les jours à venir. Si vous n'avez pas encore fait, vous pouvez sélectionner votre canal linguistique en cliquant sur le globe en bas de votre écran. Vous pouvez choisir le canal anglais ou le canal français et après, vous pouvez couper l'audio original. Chaque participant doit choisir un canal linguistique pour participer au webinaire. Un petit rappel pour les sous-titres, vous pouvez choisir de voir ou de ne pas voir les sous-titres. Normalement, les sous-titres apparaissent d'une façon automatique, mais sinon, vous pouvez choisir de voir les sous-titres en bas de votre écran. Si vous voulez cacher les sous-titres plus tard, vous allez cliquer sur l'icône en bas de votre écran et vous allez cliquer sur Cacher les sous-titres. Si vous avez des questions pour nos intervenants, vous pouvez les écrire dans la boîte chat pendant la discussion. Mes collègues de Knowledge Success et d'AFP 2020 sont en train de suivre la discussion dans la boîte chat et nous allons répondre au plus de questions possibles. Quelques informations sur les conversations de connexion. Ceci est une série de discussions sur la santé reproductive des adolescents et des jeunes, organisée par FP 2020 et Knowledge Success. Nous allons organiser ces discussions tous les 15 jours pendant 1 an. Mais ce n'est pas un webinaire traditionnel. Nous vous encourageons à participer pleinement à la discussion et nous allons répondre à vos questions. Nous avons commencé avec 5 thèmes. Le premier était une compréhension fondamentale de la santé des adolescents. Deuxième session sur les influenceurs sur la santé des jeunes. Troisième module était sur les services adaptés aux besoins des jeunes. Et maintenant, nous allons lancer les conversations sur les populations clés des jeunes et le travail pour assurer l'inclusivité et l'accès aux services pour tous. Avant de présenter notre modérateur, j'aimerais commencer en regardant les réponses au sondage. Voilà la première question. Y a-t-il des données disponibles dans votre pays liées aux jeunes ayant des handicaps et à la santé reproductive? Beaucoup d'entre vous ont sélectionné oui, 29% ont dit non, 50% ont dit on n'est pas sûr. Voilà quelque chose que notre modérateur et nos intervenants vont discuter. Deuxième question, votre pays a-t-il une politique nationale? 29% d'entre vous ont dit oui, 26% ont dit non et 46% ont dit je ne suis pas sûr. Troisième question, dans votre pays, est-ce que les communautés des droits et pour les personnes porteuses de handicap et nécessaires travaillent ensemble pour faire du plaidoyer? La grande majorité ont dit un peu et 9% ont dit très bien. Merci à vous tous de vos réponses à ces questions de sondage. Voilà les 3 domaines et les 3 sujets que nos intervenants vont discuter aujourd'hui. Et maintenant, je vais vous présenter notre modérateur. En tant que secrétaire général de l'Association pour les jeunes personnes aveugles au Népal, Ramchandra Gere travaille pour la promotion de la SSR depuis 2015. Il est chef de file de l'inclusion des personnes porteuses de handicap dans les droits de santé sexuelle et reproductive. Cette association travaille avec plusieurs organisations pour améliorer la compréhension des prestataires des services ainsi que renforcer la capacité des jeunes personnes porteuses de handicap. Ramchandra conçoit et développe des programmes et des services accessibles et inclusifs pour des organisations de société civile en tant que consultant indépendant. Bienvenue, vous avez la parole. Merci, Brittany. C'est un grand plaisir pour moi d'animer cette séance et pour ces conversations dont nous apprenons tellement. Donc, c'est un grand plaisir. Merci encore une fois infiniment à FP 2013 et Knowledge Success
qui ont été très inclusifs de toutes ces populations très diverses, y compris les personnes porteuses de handicap. J'ai le privilège aujourd'hui d'avoir une équipe d'intervenants remarquables qui représentent différents secteurs avec des responsabilités multiples. Et je suis très fière d'avoir tous ces orateurs ici qui participent à la conversation d'aujourd'hui. Le premier intervenant aujourd'hui est Cynthia Bauer, dont le CV est très impressionnant. Cynthia est un spécialiste en biologie de la faune sauvage. Elle a travaillé pendant plus d'une décennie, notamment au Kenya, et elle a été motivée lorsqu'elle y était de commencer à faire quelque chose pour les enfants porteurs de handicap après avoir découvert qu'elle aurait pu être tuée si elle avait été née au Kenya parce qu'elle était née sans main gauche. Cynthia a lancé Kupenda, une organisation remarquable qui œuvre à la promotion des droits des personnes porteuses de handicap. Cynthia, je suis ravie de vous souhaiter la bienvenue au programme. Merci. Autre personnalité très dynamique qui est avec nous et qui est une inspiration, il s'agit de Leila Sharafi. Leila, it's wonderful. C'est merveilleux de voir votre titre. Elle est conseillère mondiale du genre. Et le point focal pour le handicap au sein de la division technique au siège du FNUAP. Le rôle de Leila au FNUAP est de coordonner les efforts d'inclusion systématique du genre de l'organisation et de gérer les programmes de droits de la personne et du genre à l'échelle mondiale, y compris ceux qui concernent les femmes et les filles confrontées à des formes multiples de discrimination qui parfois se recoupent. Leila contribue plus de 16 ans d'expérience de travail international à l'ONU, y compris au FNUAP, à l'UNIFAM et au bureau exécutif du secrétaire général et de l'UNDESA. Je vous remercie encore une fois d'être parmi nous, Leila. Permettez-moi enfin, avec beaucoup de fierté, de vous présenter Madame Zekia Moussa Ahmed. Zekia est un militant très énergique et dynamique pour les droits des personnes porteuses de handicap. C'est un diplômé d'une faculté de droit et de sciences humaines. Elle a mené à bien également son diplôme en psychologie et est, je l'ai dit, une militante des droits des personnes porteuses de handicap. Parmi ses rôles s'inclut celui de militante. Elle est consultante du projet WISH avec Humanité et Inclusion. Je vous invite tous maintenant à vous joindre à ce programme. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les noter sur la boîte de chat. Et cela nous permettra de parler et de répondre autant que faire se peut à toutes vos questions. Nous allons essayer de ne pas dépasser 35 à 40 minutes pour cette discussion, car nous aimerions demander à notre public, en particulier à ceux qui sont avec nous aujourd'hui, d'avoir l'opportunité de participer grâce à la boîte de chat. Donc, sans plus attendre, j'aimerais que nous nous connections à cette conversation. Nous avons des questions qui sont des questions préparées, mais j'aimerais demander à nos intervenants de se limiter au niveau du temps. Et nous allons commencer tout de suite par le thème de la discussion d'aujourd'hui, qui est de garantir l'accès aux informations sur la santé, les services sexuels et la santé reproductive pour les jeunes. Lorsque nous en parlons, il y a une grande diversité au niveau de cette population qui viennent de différents horizons, des jeunes personnes qui aussi porteuses de handicap. Donc, ma première question pour lancer notre conversation, je la poserai à Cynthia. Lorsque nous parlons des jeunes personnes porteuses de handicap, de quel type de scénario s'agit-il? Qu'est-ce qui vient immédiatement à votre esprit quand l'on parle de jeunes personnes porteuses de handicap? Vous avez la parole. Vous voulez dire ce
que je pense ou quelles sont les images qui me viennent à l'esprit? Quels sont les gens auxquels vous pensez quand je donne ce titre, jeune personne porteuse de handicap? Eh bien, généralement, lorsque nous parlons de santé sexuelle et reproductive, il s'agit beaucoup, surtout des filles. Nous avons des jeunes filles, des adolescentes qui, bien souvent, dans notre travail, il y a un grand nombre de jeunes filles qui sont malentendantes et en raison de leur handicap, ou plutôt pas en raison de leur handicap, mais en raison de la société dans laquelle elles vivent, il leur est impossible d'avoir accès à l'information dont elles ont besoin. Et lorsque je pense au handicap et à la question de la santé sexuelle et reproductive, ce qui me vient surtout à l'esprit, c'est la stigmatisation des personnes porteuses de handicap dans le monde et au sein de notre organisation. Nous nous concentrons sur une transformation de ces convictions négatives pour transformer la vie de ces personnes. Parce que non seulement dans les pays à faible revenu, mais même aux États-Unis et dans le monde entier, il existe trop de convictions négatives vis-à-vis des handicaps. Ce n'est pas de la faute des personnes concernées si elles sont porteuses d'un handicap. Et dans certains endroits, en particulier avec le travail que nous faisons en Afrique, c'est quelque chose sur lequel nous devons travailler. Ces stigmatisations existent et constituent des défis pour un grand nombre de dimensions du travail de développement. J'aimerais demander à Zekia de répondre à la même question. À qui pensez-vous lorsque l'on parle de jeunes personnes porteuses de handicap? Zekia, est-ce que vous pouvez allumer votre micro, s'il vous plaît? Je reviens maintenant et je vais parler à Leïla en attendant que Zekia... Zekia, voilà, c'est fait. Est-ce que vous avez entendu ma question? Oui, donc lorsque nous parlons de personnes porteuses de handicap, eh bien, lorsque nous parlons des jeunes porteurs de handicap, ce qui vient à mon esprit avant tout, ce sont des gens de différents groupes d'âge, des enfants, des adolescents, des jeunes qui vivent dans différents contextes, des contextes urbains, des contextes ruraux, et qui sont impactés différemment quant aux défis qu'ils rencontrent, parce que lorsque vous regardez certaines personnes porteuses de handicap, peut-être qu'ils ont un handicap de nature mentale, de nature physique. Tout ceci constitue des défis, des complications, et c'est ce qui crée leur diversité. Donc, il y a aussi la question de leur genre, de leur origine, de leur caste. Oui, des intersections, c'est vrai, et une grande diversité. Cette segmentation existe beaucoup et sous-tend la question du handicap. Donc, j'aimerais revenir maintenant à Leïla Sharafi. La même question pour vous. À qui pensez-vous lorsque nous parlons de handicap, parce que vous avez un rôle mondial en tant que point focal concernant les handicaps? À qui pensez-vous en premier lorsque nous parlons de ces catégories de handicap? Je vous remercie. C'est un plaisir et un honneur pour moi d'être parmi vous aujourd'hui. Merci aux organisateurs de m'avoir invité pour répondre à votre question. Comme vous l'avez dit, dans la mesure où je travaille dans une organisation mondiale, et sur cette question en particulier, la première chose qui nous vient à l'esprit, c'est la diversité. En termes des jeunes que j'ai rencontrés au fil des années, la diversité en termes de religion, d'âge, de genre et d'aptitude. J'ai rencontré des jeunes absolument remarquables qui font un travail absolument extraordinaire, que ce soit par un auto-militantisme ou qui travaillent avec des décideurs pour changer la manière dont les choses sont accomplies dans leur pays. Donc, c'est vraiment ceci qui me vient à l'esprit en premier. Et ce sont les gens fantastiques que j'ai rencontrés, les jeunes porteurs de handicap. Donc, voilà la première image que j'ai lorsqu'on prononce ces mots.
Merci. Bien dit. Une autre question maintenant. De nos jours, l'inclusion des personnes porteuses de handicap, un grand nombre d'initiatives et essaye d'inclure cette dimension. On nous taxe des tentatives de correction politique. Mais enfin, que voulons-nous obtenir au niveau de l'inclusivité dans nos programmes de relations humaines, alors que nos programmes essaient de s'adapter aux besoins des personnes porteuses de handicap, en particulier les jeunes? Qu'aurait-il fallu faire au niveau de ces initiatives pour permettre aux jeunes porteurs de handicap de démarrer et d'être inclus? Commençons par Zikia, si vous le voulez bien. Zekia, je crois que votre micro n'est pas branché. Peut-être pourrions-nous commencer avec Cynthia. Vous vouliez bien me répéter la question? Un grand nombre de personnes disent que toutes ces organisations, ONG, gouvernements, organisations internationales essaient d'être plus inclusives, mais lorsque nous parlons d'initiatives inclusives, de conception inclusive, qu'est-ce que vous souhaiteriez voir? Qu'est-ce que l'on devrait faire pour inclure les personnes porteuses de handicap et respecter leurs droits? Pour ce qui est des personnes porteuses de handicap, pour qu'elles soient vraiment incluses et qu'elles aient accès à ces services, cette inclusion doit se faire au niveau de l'accessibilité. Et ce que nous entendons par là, c'est que si vous avez un endroit où les personnes porteuses de handicap peuvent venir pour obtenir leurs services de planification familiale, par exemple, il faut s'assurer que l'accessibilité est effective et que la personne qui va venir à cet hôpital, ce centre de santé en particulier, dispose de rampes d'accès, par exemple, parce qu'il faut que les panneaux soient écrits en braille et qu'il y ait toutes ces facilités qui soient ajoutées pour garantir une inclusion concrète. Et encore une fois, je le répète, ce qui est important, c'est l'accessibilité. Il faut qu'il y ait en place différentes procédures. La coordination entre les responsables d'une organisation est très importante. Entre les prestataires de services, les responsables, il faut être conscient des conceptions erronées concernant la planification familiale, car vous le savez, dans notre culture, en Afrique notamment, il y a beaucoup de conceptions erronées quant à la planification familiale. Donc, il faut s'assurer que les personnes porteuses de handicap sachent ce qu'elles ont besoin de savoir. Donc, si on les inclut au niveau de la conception de ces programmes, si on les mobilise pour les aider à comprendre, à ce moment-là, on va se débarrasser de ces erreurs de conception. Très bien dit. En fait, lorsque l'on travaille au niveau d'organisation pour les personnes porteuses de handicap, l'on souligne toujours le problème de l'accessibilité. La question de l'accessibilité est cruciale lorsque vous parlez d'interprète, par exemple, d'interprète du langage des signes. Vous, Cynthia, votre profession a été un peu différente au départ. C'est votre expérience professionnelle qui vous a inspiré à changer de carrière, en quelque sorte? Et en voulant nous assurer que ce type d'accessibilité soit réel, que les gens aient des handicaps d'ordre mental ou d'ordre physique. Pourriez-vous répondre? Eh bien, je suis tout à fait d'accord avec tout ce qu'a dit Zeka. Bien entendu, une éducation inclusive est importante. Il y a un élément que j'aimerais ajouter, c'est que l'un des points de concentration doit être de s'assurer que les enfants porteurs de handicap
peuvent accéder à l'éducation. À l'heure actuelle, dans le monde, 10% seulement des personnes porteuses de handicap ont accès à l'éducation. Donc, si vous avez des programmes d'inclusion remarquables, de grands programmes de santé sexuelle et reproductive, tout ça, ça ne va pas avoir d'importance si ces enfants sont bloqués chez eux, cachés, laissés dehors. Nous l'avons malheureusement trop vu. Il faut s'assurer que, quel que soit votre travail de par le monde, vous incluez les enfants porteurs de handicap en comprenant où se trouvent les écoles, où les écoles doivent être et comment créer l'inclusivité au niveau des écoles. Dans un grand nombre d'écoles, il n'y a même pas de rampe d'accès. Un grand nombre d'enfants n'ont pas besoin d'une éducation spécialisée. Ce qu'il leur faut, c'est simplement un accès physique au bâtiment. Les enfants n'ont encore une fois pas toujours besoin d'une éducation spécialisée. Le fait qu'ils aient l'air différents ne veut pas dire qu'on ne doit pas leur donner l'accès. Au Kenya, où nous avons commencé notre travail pour Kupenda, nous avons veillé à l'inclusivité au niveau des programmes de santé sexuelle et reproductive. Nous travaillons encore là-dessus au niveau des programmes pour permettre. Mais ce qu'il faut faire, c'est nous assurer que les enfants ont accès à ces programmes. À l'heure actuelle, on nous dit qu'au Kenya, il y a que 2 à 3% de personnes qui sont porteuses de handicap, ce qui n'est pas possible. C'est certainement plus près de 20%. Donc, l'un de nos axes de concentration est de changer les systèmes de croyances, éliminer les conceptions erronées, les préjugés, nous assurer que les personnes porteuses de handicap aient accès à des écoles, que les écoles existantes contiennent un programme d'inclusivité, etc. Merci Cynthia. Et vous avez dit comment les données sont différentes d'un pays à un autre. Dans notre podcast, nous avons entendu que la grande majorité des personnes ont dit qu'on n'est pas sûr. Dans beaucoup de cas, par exemple, dans mes expériences, en travaillant avec les personnes porteuses d'handicap et la sexualité, j'ai vu que nous avons de grandes lacunes des données. Mais maintenant, nous avons lancé quelques initiatives. Je pense qu'il faut étudier le système et un des grands chefs de file de ces enquêtes est le FNAP. Léla, je vais vous poser une question. Qu'aimeriez-vous voir pour l'inclusion et les interventions sociales où nous pouvons adapter les services pour les personnes porteuses d'handicap? Merci beaucoup. J'aimerais parler de quelques lignes directrices que nous avons développées il y a 2 ans avec des organisations pour des femmes. Je pense que avant d'avoir des services, il faut avoir un environnement, des politiques propices aux programmes inclusifs. Il faut assurer que vos programmes et le suivi de ces programmes et ces services sont très robustes. Il faut être sûr que même si le fait qu'il existe des services, ça ne suffit pas. Il faut être sûr que ces services sont des services de qualité. Bien sûr, comme Zeki a dit, les établissements accessibles, voilà quelque chose d'essentiel. Un grand défi pour des questions d'accessibilité, ce n'est pas seulement les services physiques, mais c'est aussi les perceptions, les perspectives, les fausses idées. Il y a beaucoup de prestataires qui ont ces mêmes incompréhensions par rapport aux jeunes personnes porteuses d'handicap. Je pense qu'il y a beaucoup de stigmatisation associée avec l'idée d'une jeune personne avec porteuse d'handicap et l'accès aux services de SSR. Je pense que cela ajoute une couche de stigmatisation. Quand on dit c'est une personne porteuse d'handicap, je pense que oui, voilà la vérité. Nous avons développé des lignes directrices, non seulement nous au FNAP, mais d'autres partenaires, d'autres parties prenantes. Mais ce dont nous avons besoin maintenant est l'investissement des gouvernements eux-mêmes. Nous avons les normes, nous avons ce que nous appelons le triple AQ,
les normes pour les droits humains, pour les biens et les services. Triple AAQ est le genre de ligne directrice qui est excellente. Par exemple, il faut avoir une norme de disponibilité. Il faut être sûr que les services sont disponibles pour tous. Deuxième norme, l'accessibilité, que les services soient accessibles à la population. Et il faut éliminer les obstacles liés à la langue, à l'accessibilité, etc. Troisième, bien sûr, est d'être sûr que les populations peuvent avoir accès aux services. Ceci est une grande question pour les personnes porteuses de handicap. Et dernière chose, la qualité. C'est la dernière lettre de cette triple AQ. Quand nous parlons de ce que nous aimerions voir, bien sûr, nous aimerions voir la politique, l'environnement juridique, l'accessibilité des services, l'utilisation de triple AQ, mais l'essentiel, changer l'état d'esprit et les perceptions sur les personnes jeunes porteuses de handicap. Je pense que nous changeons des choses petit à petit, mais il y a du travail à faire. Oui, fiabilité, accessibilité, abordabilité et bien sûr la qualité. Les services que nous accédons, parce qu'il faut penser à la disponibilité et l'accessibilité, mais la qualité est aussi très importante. Je vais continuer avec les questions. Et maintenant, une question pour Zekia. Je vais vous demander d'allumer votre microphone parce qu'après elle est là, c'est à vous de répondre. Beaucoup de ces programmes essayent de couvrir les personnes porteuses d'handicap, mais beaucoup de structures, systèmes, mécanismes, politiques, budgets, tout ceci est n'ont pas été conçus pour les personnes porteuses d'handicap. Est-ce que vous pensez que si c'est possible de repenser ces programmes, comment voyez-vous l'ajustement des adaptations pour les personnes? Par exemple, les questions d'infrastructures physiques comme les bâtiments, tout simplement les rampes, les autres aspects d'accessibilité. Donc, repenser les programmes existants et reconcevoir les innovations d'une perspective inclusive. Qu'en pensez-vous, hein? Donc, voilà ma question. D'adapter les programmes existants, de renforcer l'accessibilité des programmes en cours et même d'adapter l'infrastructure des bâtiments. Où trouvons-nous Oui, je pense que c'est une idée très intéressante. Une chose que le rapporteur spécial sur la santé et sur les personnes porteuses de handicap a dit dans son rapport il y a 3 ans, elle a dit qu'il est très important de se rappeler que beaucoup des services dont nous parlons ne devraient pas être des services spécifiques pour les personnes porteuses de handicap et différents des autres services sanitaires. En général, c'est une question d'adapter les services et rendre accessibles et durables ces changements. J'encourage à tous les participants de regarder le rapport de Catalina sur l'accessibilité des services sanitaires. Je pense que c'était un rapport excellent avec beaucoup de bons exemples. Pour parler des adaptations, je pense que oui, pour des questions d'adaptation, de nouveaux programmes, nous savons qu'il est essentiel d'impliquer les personnes porteuses de handicap au début du processus. Les personnes porteuses de handicap devraient influencer les décisions prises sur de nouveaux programmes et de nouveaux services. Sans leurs idées, ce n'est pas quelque chose que nous pouvons recommander. Il y a bien sûr le principe de participation, mais il est essentiel aussi de comprendre les pratiques exemplaires pour la participation des personnes porteuses de handicap, des enfants ayant des incapacités. Je pense que c'est eux qui connaissent mieux la situation. Par rapport à adapter des programmes existants,
il est essentiel de comprendre qu'il faut s'investir. On sera obligé de faire des investissements dans ces programmes. Voilà le grand défi. Nous avons vu des cadres, des normes, les engagements que beaucoup de pays ont pris. Mais bien sûr, le grand défi, la grande difficulté, c'est une manque d'investissement. De plus en plus, comme j'ai dit, nous savons ce qu'il faut faire. Nous reconnaissons les lignes directrices. Mais voilà la question, il faut assurer la participation des personnes porteuses d'handicap au processus. Et deuxième chose essentielle, l'investissement. Oui, c'est vrai, la participation, l'engagement sont très importants. Zekia, je vous pose la même question. Que pensez-vous des adaptations des programmes et des services existants et l'élaboration de nouveaux programmes? Qu'en pensez-vous des programmes pour les jeunes personnes porteuses d'handicap? Quelles sont vos observations? Oui, en fait, je suis d'accord avec ma sœur Leila. Pour moi, je vois qu'il y a eu des améliorations. Maintenant, nous parlons de l'inclusion. Nous avons fait des formations pour parler de l'implication des personnes porteuses d'handicap, mais maintenant, il faut continuer à s'améliorer. Nous avons déjà appris quelques leçons et il faut aller au-delà de cela. Nous avons vu que les organisations pour les personnes porteuses de handicap ne travaillent pas toujours avec des prestataires de services. Il faut être sûr que nous continuons à améliorer par rapport à la coordination. Il faut aussi être sûr que nous continuons à nous améliorer pour les références médicales. Il faut avoir une procédure. S'il n'y a pas de système accessible et clair, nous n'allons pas continuer à nous améliorer. Donc, il faut améliorer le système existant, le système de dossiers médicaux. Il faut aussi rendre encore plus accessibles les services sanitaires pour les personnes porteuses d'handicap. Oui, par rapport à la sensibilisation, comme j'ai dit, il est très important. Il faut impliquer les personnes porteuses d'handicap dans toutes les étapes de l'élaboration des programmes. Il ne faut pas faire quelque chose pour nous sans notre participation. Si il ne faut pas tout simplement parler de nous, il faut passer de la parole à l'acte. Donc, il faut travailler pour améliorer cette sensibilisation. Donc oui, c'est quelque chose de nouveau. Et si on va créer un nouveau programme, il faut développer qui va marcher pour des personnes porteuses de handicap. Il faut intégrer la perspective des personnes porteuses de handicap. Il faut être sûr que ces personnes peuvent participer. Et avec cette participation, il faut éliminer les obstacles à cette participation. Il faut réduire ces obstacles. Mais pour ce faire, il faut d'abord les identifier. Ce sont les personnes porteuses d'handicap qui vont vous montrer où se trouvent ces obstacles, où se trouvent ces barrières. Il faut parler avec des personnes porteuses de handicap, il faut les impliquer dans le travail. Encore quelque chose qu'il faut faire, il faut faire la collecte des données. Il faut avoir un questionnaire, il faut poser des questions. Et si on n'a pas les connaissances de base, il faut lancer des formations. Il faut avoir des questionnaires pour des personnes porteuses de handicap. Il faut savoir comment utiliser le service. Il faut d'abord faire la collecte des données. Parce que si on n'a pas de données, on ne peut pas élaborer un projet qui va fonctionner pour les personnes porteuses de handicap. Après, il faut renforcer leurs capacités. Voilà quelque chose d'essentiel. Avec ce renforcement de capacités, on peut assurer une participation active des personnes porteuses de handicap.
Merci. Comme Leila a dit, il faut des investissements dans ces programmes. Nous avons des documents, des lignes directrices, des normes, des politiques, mais l'investissement et la participation pour assurer l'accessibilité n'est pas encore là. Voilà ce qu'il faut faire. Et maintenant, je passe la parole à Cynthia, nos collègues de d'AFP 2030 sont en train de suivre la boîte chat et la discussion. Nous vous encourageons, nos participants, à poser vos questions dans la boîte chat. Bientôt, nous allons répondre à vos questions. Notre collègue Kate est en train de suivre la discussion dans la boîte chat. Et d'abord, je vais poser une question à Cynthia et après, je vais demander à Kate de présenter des questions qu'elle a vues dans la conversation, dans la boîte chat. Donc, Cynthia, même question. Quelles sont les possibilités pour les adaptations pour les programmes existants ou pour changer les aspects de ces programmes ou de repenser complètement pour intégrer la perspective inclusive? Eh bien, Zekia et Leila ont été très complètes dans leurs réponses, dont je ne vais pas rajouter, répéter ce qu'elles ont déjà dit. Mais en plus de toutes ces remarques très pertinentes, j'aimerais ajouter que les enseignants, les gens qui travaillent dans le système scolaire doivent mieux comprendre le concept de handicap en général. Et il s'agit de handicap multiples. Je sais que le handicap est particulier. Chaque personne qui est porteuse de handicap est unique et même si c'est avec le même handicap. Et donc, il faut réfléchir à la question et se dire, nous avons un enfant ou un adolescent avec un problème de développement ou une personne qui est dans une chaise roulante et donc n'a pas besoin d'informations sur la santé sexuelle et reproductive parce qu'on vous considère comme quelqu'un qui n'aura pas de rapport sexuel, alors que ce n'est pas du tout le cas, c'est absurde. Donc, il s'agit d'une dichotomie un peu bizarre parce que l'on perçoit ces personnes comme des gens non sexuels et puis en fait, qui en souffrent beaucoup plus donc dans le secteur plus général, les gens qui examinent les populations avec lesquelles ils travaillent, lorsqu'ils ne voient pas des personnes porteuses de handicap, il faut commencer à se poser la question, où sont ces personnes? Un grand nombre de personnes vont dire, ben, nous avons des programmes d'accessibilité, nous ne rejetterons personne, bien entendu, mais si vous n'avez personne porteur de handicap au sein de vos groupes, il y a un problème parce qu'il y a au moins 20% de la population dans les pays à faible revenu qui sont porteuses de handicap. Donc, s'ils ne sont pas dans votre groupe, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut déterminer où sont ces personnes et comprendre en général que même un tout petit peu d'information peut faire une grande différence. Et il faut remonter à la source de la stigmatisation, des préjugés, des dirigeants religieux, des dirigeants politiques, des dirigeants communautaires et comprendre que les personnes porteuses de handicap que l'on envoie dans des écoles spécialisées sont considérées comme des personnes qui ne peuvent pas apprendre et qui n'ont pas de besoins sexuels. Donc, l'humanisation est très importante et cela semble fondamental, mais oui, c'est exactement ça. Oui, tout à fait. Le préjugé, la stigmatisation, ce sont des éléments importants. Et comme vous l'avez dit, l'enseignement dans les systèmes scolaires, préparer les dirigeants, les religieux, les dirigeants politiques, parce que une des grandes sources d'encouragement vient de représentants publics qui sont dans des systèmes très structurels, très mécaniques, mécanisés, qui créent des obstacles structurels qui eux-mêmes sont source de préjugés. Donc, il est très important de travailler là-dessus. Nous avons un grand nombre de questions dans la fenêtre de chat dont mes collègues assurent la supervision. J'aimerais vous demander de nous dire ce que demandent nos participants. Merci, Ramin. J'encourage tous les participants à noter leurs questions dans la fenêtre de chat. Encore que les gens sont peut-être tellement fascinés par ce que vous dites tous qu'ils n'ont pas de questions. Mais quelques questions sont arrivées, ce nonobstant. L'une d'elles est la suivante.
Et vous en avez parlé un petit peu concernant cette stigmatisation, ce préjugé auquel sont confrontées parfois les personnes porteuses de handicap. Comment pouvons-nous commencer, que devons-nous faire pour surmonter ces préjugés, ces stigmatisations? Quelquefois, les communautés acceptent que des personnes porteuses de handicap vivent dans leur communauté, mais ne font rien pour atténuer les préjugés ou les obstacles auxquels ces personnes se heurtent. Donc, j'aimerais savoir si vous avez peut-être des exemples spécifiques de la manière dont il vous a été possible de surmonter certains de ces défis, de ces préjugés auxquels sont confrontées les personnes porteuses de handicap. Eh bien, si vous le permettez, j'aimerais essayer de répondre, dit Cynthia. La stigmatisation, le préjugé, c'est notre grande œuvre de travail. Nous avons un atelier d'une journée où nous rassemblons des dirigeants religieux et puis maintenant nous avons des dirigeants politiques, des dirigeants et puis aussi des guérisseurs traditionnels, des dirigeants communautaires qui sont très influents. Nous sommes convaincus qu'il faut remonter à la source du problème parce qu'on pense que les dirigeants religieux sont peut-être le problème, mais peuvent être aussi les détenteurs de la solution. Nous organisons une collecte de données sur les participants à nos ateliers. Nous sommes aperçus que 65% de nos participants avaient dit qu'ils étaient allés dans les communautés, découvert des personnes porteuses de handicap, les avaient envoyées à des écoles, à des centres d'éducation et les avaient mis en contact avec différentes personnes qui organisaient des ateliers. On parlait des préjugés auxquels ces personnes étaient confrontées. Dans un atelier où il y avait 25 personnes, l'impact se fait sentir au niveau de 380 enfants porteurs de handicap. Donc, nous avons un processus très organique qui examine la question de manière approfondie. Et parce qu'une fois que les dirigeants communautaires commencent, c'est un bon changement, certes, mais il faut inclure les gens à tous les niveaux. Nous assurons une plus grande formation sur les types de handicap, faire une formation pour que les gens comprennent mieux, parce que plus on peut éduquer les gens sur les causes des handicaps, moins ils sont susceptibles de croire à ces contes, des préjugés traditionnels. Et lorsqu'ils entendent des histoires sur des gens qui ont été affectés par les handicaps, il y a toujours une action positive. Donc, vous demandez ce que nous devrions faire et j'ai personnellement été très surprise de voir l'efficacité de ces interventions sur le terrain. Je vous remercie. Nous avons encore quelques questions qui nous arrivent des participants. L'une d'elles concernait les jeunes étudiants au niveau secondaire ou supérieur. Quelles sont les dispositions d'inclusivité ou d'exclusion qui existent et comment on peut les inclure pour éviter la violence basée sur le genre, la violence sexuelle? Qu'en est-il de l'inclusion ou de l'exclusion? Comment pouvons-nous nous assurer que les étudiants du supérieur soient à la fois inclusifs et ne souffrent pas de violences basées sur le genre ou de violences sexuelles? C'est une question pour Leila et Zekia. L'une d'entre vous souhaiterait-elle répondre? Je vais répondre là-dessus très rapidement. Ce que nous savons, entre autres concernant les femmes et les filles porteuses de handicap, c'est le taux très élevé de violences basées sur le genre dont elles souffrent. Il y a 3 ans, le FNUAP a publié un rapport qui soulignait l'importance des problèmes de violence auxquels sont confrontées les jeunes femmes et les jeunes filles porteuses de handicap, une violence souvent basée sur le genre et dont on ne parle pas suffisamment. La question posée par notre public pour déterminer comment nous assurer, par exemple, que ces femmes sont protégées et ne soient pas confrontées à une violence dans le campus scolaire ou dans leur contexte social,
Tout comme nous avons évoqué la question des services qui doivent être inclusifs et accessibles. Accessibles, c'est important, donc sans créer des services uniques pour les personnes porteuses de handicap, c'est la même chose pour tout programme de prévention mis en place pour prévenir la violence contre les jeunes femmes, les adolescentes. Il faut que ces programmes soient inclusifs et incluent les personnes porteuses de handicap. Donc, il faut que les programmes de prévention soient mis en place, mais il est aussi important de s'assurer qu'il existe une, une perspective qui permette d'inclure les femmes et les filles porteuses de handicap susceptibles d'être confrontées à la violence afin d'adapter les programmes et les services qui incluent et accueillent les femmes et les filles porteuses de handicap. Par exemple, lors de la pandémie de Covid, nous avons malheureusement à l'échelle mondiale, dans tous les pays, partout, nous avons vu une augmentation de la violence basée sur le genre, de la violence familiale, de la violence sexuelle. Dans le contexte de la pandémie, nous en avons enregistré vraiment une augmentation considérable. Ce que nous devons essayer de faire, c'est ajuster nos programmes afin que lorsque nous répondons à la violence basée sur le genre, nous puissions nous assurer que ces programmes soient toujours possibles pendant la pandémie avec le confinement, les services de santé critiques qui étaient reportés, toutes les ressources reportées sur la lutte contre la Covid. Ça a été extrêmement difficile. Certains de nos programmes ont pu s'ajuster et ce qu'il faut faire, c'est comprendre que même si ces programmes ont pivoté, il faut qu'ils soient plus accessibles, que ce soit avec des lignes d'appel permanentes pour ces femmes et ces filles auxquelles elles aient accès, nous assurer qu'il existe des services mobiles, des services itinérants qui viennent jusqu'aux femmes et aux jeunes filles pour parler euh, et prévenir la violence. Si une femme malentendante demande des services, il faut qu'elle puisse communiquer avec le prestataire de services, etc. Encore une fois, le message principal est qu'il ne faut pas oublier les femmes et les filles porteuses de handicap, quoi que vous fassiez, notamment ici en réponse à la prévention de la violence sur les campus scolaires parmi les populations estudiantines. N'oubliez pas d'inclure les femmes et les filles porteuses de handicap dans tous vos efforts de prévention. Ram, pouvez-vous lire quelques questions afin que nous puissions répondre à toutes ces questions ensemble? Il nous reste à peine 5 minutes, donc je crois que ce sera notre dernière question. Mais je me demande quelles sont les stratégies que vous avez tous utilisées pour mobiliser les personnes porteuses de handicap. Quelquefois, nous disons, il faut mobiliser les personnes porteuses de handicap. Mais ces personnes, comme vous le dites, quelquefois sont enfermées ou attachées à des arbres. Quelles sont les stratégies que vous avez utilisées pour mobiliser les personnes porteuses de handicap? Et puis une deuxième question. Je suis très heureuse que la santé mentale ait été évoquée dans un grand nombre de questions. Leïla, vous avez beaucoup parlé des femmes et des filles. Ram, qu'en est-il des défis que vous avez pu observer pour les jeunes garçons? J'en parle à cause du travail que nous avons fait qui a révélé que les adolescents de 10 à 14 ans sont très vulnérables aux sévices sexuels. Donc, il est important que nous prenions également en considération les garçons porteurs de handicap. Donc, comment mobilise-t-on les personnes porteuses de handicap? Comment les identifions-nous, les trouvons-nous et les mobilisons-nous? Peut-être que Zekia pourrait commencer. J'aimerais revenir sur la question précédente concernant la violence basée sur le genre. Pour nous, j'aimerais donner un exemple ici. Il y a un réseau de femmes porteuses de handicap. Nous plaidons pour elles et nous pensons que les droits des femmes porteuses de handicap ne sont pas suffisamment respectés à l'échelle mondiale.
elle se heurte à un niveau de violence basé sur le genre qui est 10 fois celui des autres populations. Donc, pour qu'elle soit respectée, il ne s'agit pas simplement d'une question de réglementation et de politique. C'est important, bien sûr, mais tous les intervenants doivent pouvoir formuler des règles, des lois qui protègent les droits des personnes porteuses de handicap. En ce qui a trait à la question de la mobilisation des personnes porteuses de handicap, c'est ça la question, c'est ça? Et oui, comment pouvons-nous les mobiliser et comment aligner les personnes avec et sans qui sont porteuses de handicap ou qui ne sont pas porteuses de handicap euh, au niveau des organisations. Oui, il s'agit de la fin du programme, donc je vous demande de répondre très brièvement. La mobilisation, peut-être, nous pouvons impliquer les personnes porteuses de handicap dans tous nos programmes, dans tout ce que nous voulons faire, dans toutes nos activités. Nous les trouvons, elles sont là, ces personnes. Certaines, parfois, les capacités n'existent pas, elles doivent être créées ou renforcées. Comment pouvons-nous nous allier avec ceux qui n'ont pas de personnes, des personnes qui ne sont pas porteuses de handicap? Eh bien, par réseautage, en échangeant des idées, des expériences, les organisations qui ne se concentrent pas sur les handicaps doivent aussi se concentrer sur les personnes porteuses de handicap dans leur contexte. Car nous sommes tous ensemble et nous devons être inclusifs. Voilà ce que je voulais dire. Je vous remercie. La même question pour vous, Leïla. Non, Cynthia, pardon, vos remarques de clôture. Je vous remercie. Merci de me permettre de participer aujourd'hui. Je crois qu'il y a des choses qui sont très simples auxquelles on ne pense souvent pas. Il s'agit de commencer par regarder dans les programmes pour voir où sont les personnes porteuses de handicap. Sont-elles incluses ou non? Et sinon, pourquoi? Dans l'ensemble, il nous faut nous assurer que nous partons aux influenceurs, que nous leur expliquons l'importance de l'inclusion, ce que cela veut dire. Et lorsque nous parlons de handicap, je sais que nous faisons preuve de généralité, mais il s'agit de toutes sortes de handicaps. Quelqu'un à qui il manque un membre, comme moi, ou quelqu'un qui souffre qui est porteur d'un handicap mental, ou quel que soit ce handicap, les personnes ont besoin d'être incluses. Donc, il est donc très difficile de généraliser. Il faut nous assurer en tout cas que la conversation peut commencer et qu'elle a lieu, cette conversation. Et très franchement, il y a 5 ans, cela ne se produisait pas. Donc, je suis contente de voir que la conversation, au moins, a commencé et qu'elle se poursuit et que les gens souhaitent continuer cette conversation. Si vous le souhaitez, n'hésitez pas à me contacter. Il faut que nous soyons inclusifs, que nous soyons sensibilisés à la réalité, que nous assurer de l'accessibilité de ces services. Et pour les enfants porteurs de handicap, ils sont parfois porteurs d'un handicap minimum qui fait simplement qu'ils sont différents, mais ça ne les empêche pas d'apprendre et on les exclut des écoles parce qu'ils ont l'air différents. Donc, c'est quelque chose de très important. Merci de m'avoir permis de participer et merci Leïla et Zekia de vos contributions remarquables. Merci. Eh bien, très bien dit. Ram, nous touchons à la fin de notre programme. Allez-y. Une dernière remarque de la part de Leïla Sharafi. Comment les organisations de la société civile ou autres peuvent s'allier pour travailler sur ces questions? Je vous remercie.
j'ai énormément appris de Zekia et de Cynthia et de vous, Ram. Encore merci d'avoir organisé cette conversation. Je suis tout à fait d'accord avec Cynthia. Il y a longtemps que cela aurait dû avoir lieu et j'aimerais que ces conversations se poursuivent. Il y a à peine quelques années, ça n'aurait pas été envisageable en termes d'alliés. Lorsque l'on parle de la justice sociale, on voit bien les différents mouvements qui se rassemblent. Comme Ezekiel l'a dit, c'est une question de réseautage, de travail en commun. Lorsque les femmes dirigent des mouvements féministes, il faut qu'elles pensent aussi aux personnes porteuses de handicap, etc. Donc, il est important d'être inclusif. Concrètement, et comme l'a dit Ezeka, lorsque nous parlons d'une participation, il faut nous assurer que nous prenions le temps de réfléchir pour nous assurer que ces engagements sont accessibles, que ce soit les réunions, les conférences, faire un pas en arrière, normaliser ces questions, voir est-ce que ma réunion est accessible, comment puis-je m'assurer que tout le monde peut arriver au lieu de la réunion, comment m'assurer que tout le monde peut comprendre aux Nations Unies. Nous avons l'habitude d'avoir de l'interprétation linguistique qui permet d'inclure tout le monde. Nous voulons intégrer maintenant l'interprétation par le langage des signes dans tout ce que nous faisons. Par exemple, c'est donc quelque chose d'importance critique pour nous assurer que les mouvements commencent à se rassembler. Et je voulais simplement dire que j'ai partagé des ressources que j'ai placées dans la fenêtre de chat, y compris des directives qui ont été développées avec un grand nombre de partenaires, dont l'UNESCO et d'autres, et des directives concernant les jeunes déscolarisés et une éducation sexuelle exhaustive et les directives dont nous avons parlé au début du programme concernant l'accessibilité des services et enfin tout un nouveau montage que nous lançons aujourd'hui et nous sommes très enthousiastes et qui est le résultat de consultations avec maintes personnes porteuses de handicap pour voir dans quelle mesure quel a été l'impact de la pandémie de Covid. Donc, je l'ai indiqué dans la fenêtre de chat. Et encore une fois, merci à tous. Et comme l'a dit Cynthia, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter directement. Je vous remercie, Leila, Cynthia et Zekia. Ce genre de conversation est extraordinaire grâce à vous. Pardon d'avoir légèrement dépassé les délais impartis, mais merci encore une fois de cette conversation. La normalisation, l'inclusivité et la discussion, tout ceci va permettre de résoudre ces questions à l'avenir. Je vous remercie tous de vous être rejoints à cette discussion. Kate, à vous pour la clôture. Je vous remercie, Rome. Cette session a été absolument fascinante. Je vais donner la parole à Brittany, mais je voulais vous rappeler qu'il ne faut pas oublier les garçons porteurs de handicap. Ils sont très vulnérables et il ne faut pas les oublier. Brittany, à vous. Merci. Merci Ram, Zekia, Cynthia et Leila de cette discussion fascinante. Merci à tous de vos questions bien réfléchies, bien pensées. Nous allons poster et envoyer un enregistrement du webinaire d'aujourd'hui. Nous espérons que vous vous joindrez à nous pour la prochaine conversation le 8 juillet à 7 heures du matin. Heure de Washington, où nous examinerons les très jeunes adolescents et voir comment améliorer la situation pour eux. Si vous ne l'avez pas encore fait, vous pouvez vous inscrire pour cette conversation et toutes les conversations à venir sur le site web et qui est indiqué dans la fenêtre de chat. Nous souhaitons également vous annoncer le lancement d'un événement de Knowledge Success. Joignez-vous à nous pour la semaine, pour ce lancement le 30 juin qui va se faire en Asie et en Afrique le 1er juillet. Plus de 80 organisations ont présenté des idées. 10 semi-finalistes ont été sélectionnés pour présenter leurs idées à un panel de juges et nous sommes prêts maintenant à annoncer les 4 lauréats. Veuillez vous joindre à nous la semaine prochaine pour l'Asie le 30 juin et pour l'Afrique le 1er juillet.
Nous vous encourageons à suivre FP 2030 et Knowledge Success. Voilà nos points de communication. Tenez-vous à jour sur les ressources, activités et prochaines manifestations. Encore une fois, merci à nos orateurs et à nos modérateurs d'aujourd'hui. Et merci à tous de cette fantastique conversation. À très bientôt. Juste une dernière chose, Brittany, si vous le permettez, je voulais simplement prévenir tout le monde que l'humanité et l'inclusion de Pathfinder FP 2030, nous avons créé un cursus pour les éducateurs et nous avons fourni des financements pour créer, FP 2030 a fourni des financements pour la création de ce module. Ceci sera lancé le 21 juillet sur les plateformes sociales et j'espère que vous serez là. Il s'agit de ressources qu'un grand nombre d'entre vous pourront appliquer dans votre quotidien. Merci. Eh bien, beaucoup de ressources fascinantes, de très bons événements qui se préparent. Rendez-vous avec nous pour ces activités. Rendez-vous la prochaine fois, le 8 juillet. Bye bye. Au revoir. Merci.